Membre d'Alternative socialiste. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette conférence. C'est un événement qui est organisé par étudiants socialistes en collaboration avec Alternative socialiste. ES, donc étudiants socialistes, c'est un comité d'action et de réflexion socialiste à l'UQAM, donc ici en coin. Et AS, c'est un groupe socialiste qui s'implique dans les luttes syndicales, sociales et à Québec solidaire, entre autres. Et d'ailleurs, dans 40 pays dans le monde aussi, nous avons des camarades qui luttent. Le sujet ce soir, les liens entre les luttes de libération nationale et les luttes contre le capitalisme. Et nous avons 3 conférenciers ce soir qui vont parler dans l'ordre suivant, dans l'ordre que je vais les présenter. Tout d'abord, pour nous parler de la Catalogne, nous avons... pardon, excuse-moi, je suis à l'envers. Pour nous parler de l'Irlande, camarade Charles Dupin, qui est étudiant en histoire ici à l'UQAM, membre d'AS et de Québec solidaire. Pour nous parler du Cameroun, nous avons Jean-Marc Nola, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, membre de GREMA, qui est le groupe de recherche sur les études marxistes en Afrique. Et pour terminer les conférences, il y a sur la Catalogne, Julien Daigneault, journaliste et membre d'Alternative socialiste et Québec solidaire. Donc, je vais leur céder la parole. Chacun va faire une présentation d'environ 15 minutes chacun. Et par la suite, on aura une période de questions, commentaires. Donc, sans plus tarder, je vous remercie. Je passe la parole à Charles. Parfait, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour cette magnifique conférence qui porte sur les luttes de libération nationale et les luttes contre le capitalisme. Donc, Molly l'a brièvement mentionné, je suis étudiant en histoire ainsi qu'un militant socialiste. Donc, je vais vous parler de la question irlandaise nationale, ou plutôt la question nord-irlandaise. Donc, pour commencer, je vais vous faire un bref historique de la lutte de libération nationale en Irlande. Pour commencer, en 1798, il y a un soulèvement en Irlande. Pour ceux et ceux peut-être qui ne le sauraient pas, depuis très longtemps, l'Irlande a été sous occupation, elle est toujours pour l'Irlande du Nord, mais a été sous occupation britannique. Donc une minorité de capitalistes britanniques ont occupé l'Irlande à partir de l'Ulster, qui est une des provinces de l'Irlande, celle qu'on appelle communément l'Irlande du Nord. Donc en 1798, il y a un premier soulèvement qui a pour but de faire une révolution en Irlande, de sortir l'occupant anglais et puis d'instaurer une république démocratique. Tout ça va être coordonné par un personnage historique très célèbre en Irlande du nom de Theobald Wolfton, qui malheureusement va se solder par un échec et l'imposition d'un acte d'union, comme on va connaître plus tard nous au Bas-Canada en 1840, qui aura pour but d'interdire une représentativité en Irlande. Et donc, si les Irlandais veulent se représenter, ils devront aller siéger à Westminster, donc au Royaume-Uni. Au 19e siècle, l'Irlande n'échappe pas non plus aux tendances qu'on va retrouver partout en Europe. On va avoir des mouvements comme Jeune Irlande, comme on va retrouver aussi le mouvement Jeune Italie. Bref, c'est surtout au 19e siècle des sociétés secrètes, jusque vers la deuxième moitié du 19e siècle, où on va avoir des parlementaires irlandais à Westminster qui vont commencer à parler de ce qu'on va appeler le Home Rule. Le Home Rule, c'est quoi? Pour être bref, c'est des revendications d'autonomie pour l'Irlande, un retour d'un parlement en Irlande, mais sans parler de la question de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on cherche tout de même à rester au sein de l'Empire britannique. Mais ce Home Rule-là va vivre 3 échecs et va se voir accordé seulement en 1914. Mais comme vous le savez, en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale et donc on suspend le projet politique de redonner à l'Irlande une autonomie et un parlement. Comme partout dans le monde, comme on va le retrouver aussi en Afrique, les Irlandais, qui sont administrés comme des colonies, vont servir les armées impériales. Donc, les Irlandais sont envoyés au front et ont de moins bonnes conditions que les soldats d'origine britannique. Ce qui va amener aussi à se poser la question, mais quel est notre rôle, nous, Irlandais, dans la guerre? Est-ce que c'est notre guerre ou non? Bien, les républicains et les socialistes vont se dire non, nous n'avons pas à se battre pour une guerre impériale, une guerre capitaliste. Et donc, les Irish Volunteers et l'armée citoyenne irlandaise, le Irish Citizen Army de James Connolly, grand personnage aussi, vont fusionner, vont faire un soulèvement en 1916
qui est, ma foi, extrêmement importante dans l'histoire de l'Irlande. C'est ce qu'on va appeler le Easter Rising, le soulèvement de Pâques. Malheureusement, une fois de plus, les révolutionnaires sont réprimés, les principaux leaders sont exilés, emprisonnés, voire fusillés. Et voilà. Donc, c'est une terrible répression, mais c'est une bougie d'allumage. Et sur les cendres de cette insurrection-là va naître ce qu'on va appeler l'Irish Republican Army, la fameuse IRA. Bref, l'IRA va, dès 1917, se constituer et mener une guerre de guérilla, qu'on va appeler cette période-là la guerre d'indépendance de l'Irlande, qui se termine en 1921. En 1921, l'Empire britannique, les autorités britanniques disent « OK, on est prêt à recevoir une délégation pour négocier un traité de paix. » Qui, ce traité de paix-là, reconnaît un État libre en Irlande, mais pas un État indépendant, un État libre, et à la condition que l'Irlande du Nord, majoritairement protestante, reste au sein de l'Empire britannique. Et là, la population irlandaise est extrêmement divisée parce que le Parlement irlandais ratifie ce traité-là sans le soumettre à la population, ce qui fait en sorte que les sœurs et les frères qui étaient hier unis dans la lutte finissent par mener une guerre civile, en fait. Bref, tout ça pour dire que la situation actuelle de l'Irlande, elle vient de là, des années 20, de cette partition qu'on appelle de l'Irlande. Dans les années 50, 60, 70, 80, comme vous le savez peut-être, notre imaginaire, du moins, on a déjà au moins entendu parler un peu, c'est les périodes de ce qu'on va appeler les Troubles, où ça oppose en Irlande du Nord le terrorisme de l'IRA contre le terrorisme des milices orangistes protestantes. Pendant cette période-là, le CIO doit agir en conséquence. Le CIO étant le Comité pour l'internationale ouvrière, dont fait partie l'Alternative socialiste, ainsi que une section irlandaise de Socialist Party. Qu'est-ce qu'on fait de la question de l'IRA? Comment on arrive à terme pour sortir de l'occupation britannique sans rentrer dans le jeu du sectarisme religieux? Je reviendrai plus tard là-dessus, mais déjà à l'époque, notre international condamnait les exactions des milices de tous bords, de tous côtés, pour favoriser l'unité de classe. Bref, les violences ont atteint un tel paroxysme qu'en 1998, les autorités britanniques, en cachette, commencent des négociations, qui ont commencé plus tôt, pardonnez-moi, mais qui vont culminer vers 1998, ce qu'on va appeler le Good Friday Agreement, qui réunit, en fait, c'est l'accord du vendredi saint, qui réunit des représentants du gouvernement britannique, les représentants du Sinn Féin, le Sinn Féin étant le parti nationaliste qui est le bras politique de l'IRA, des médiateurs de l'Irlande du Sud ainsi que des États-Unis. Ce traité, cet accord-là, qu'est-ce qu'il stipule? Eh bien, on dit, OK, on reconnaît que les Irlandaises peuvent choisir leur sentiment d'appartenance envers la communauté britannique ou irlandaise, et nous reconnaissons aussi que les Nord-Irlandais peuvent circuler librement entre le Sud et le Nord. À la condition, par contre, que la République d'Irlande, donc ce qu'on appelle communément l'Irlande du Sud, retire de sa constitution adoptée, si je me souviens bien, après la Seconde Guerre mondiale, cette clause qui reconnaît que la République d'Irlande, sa souveraineté s'étend à l'ensemble de l'île. Ce qui fait en sorte que là, du jour au lendemain, symboliquement, ceux qui ont toujours appuyé les revendications de la minorité catholique en Ulster, en Irlande du Nord, vous disent, bien, maintenant vous vous débrouillez, ça ne nous concerne plus. D'autre part, en matière de cet accord-là du Vendredi saint, ce n'est pas un traité qui a pour but de régler la question nationale irlandaise, mais plutôt de délimiter les champs d'intérêt et la façon d'administrer l'Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'on instaure par ce traité-là le sectarisme religieux. On l'officialise en disant que les protestants vont devoir, oui, cohabiter obligatoirement avec les catholiques, mais on délimite comment, quel poste ou comment comment on dit déjà, des espèces de quotas, si vous voulez, dans les institutions publiques. Et on force la cohabitation, l'équilibre entre protestants et catholiques. Ce qui fait en sorte qu'en fait, les ghettos restent là, les ghettos catholiques, les ghettos protestants, et puis les sentiments de haine aussi restent là. On ne favorise donc pas l'unité de la nation. Bref, c'est la situation où
nous amène à parler de l'actualité de l'Irlande du Nord. Je vois le temps quand même qui file assez rapidement. Laissez-moi juste 2 secondes pour voir si j'ai rien oublié sur ce fameux traité de 1998. Donc oui, un point aussi quand même important, vu que c'est un cessez-le-feu, c'est le désarmement des milices de tous bords, tous côtés. Depuis 1998, écoutez, c'est un phénomène qui se trouve à quelque part partout en Occident, c'est que les vieux partis, les partis traditionnels qui, avec comme prétention de représenter les intérêts soit catholiques ou protestants, bien, ils perdent à quelque part de la crédibilité chez la classe des travailleurs, travailleuses, peu importe, protestants ou catholiques, parce que, justement, ils misent uniquement sur le sentiment nationaliste, sur l'identité religieuse, ce qui fait en sorte que, bien, au fil du temps, par exemple, si on prend l'exemple de la jeunesse, elle ne se reconnaît pas dans ces aspirations-là. D'ailleurs, aussi, le Sinn Féin, qui est le parti républicain, le parti nationaliste, a offert des fâcheuses tendances, un peu comme le Parti québécois va prendre ces tendances-là dans les années 80, c'est-à-dire qu'ils se disent sociodémocrates, mais vont appuyer des politiques d'austérité. Ce qui fait, et le DUP, qui est le parti adverse qui représentait la majorité protestante et les milices protestantes orangistes, eux, ce qu'on appelle le DUP, le Democratic Unionist Party, juste pour vous donner un exemple à quel point ils sont à droite, lorsque Theresa May a été élue, ils l'ont dit, nous ne reconnaîtrons pas, nous n'appuierons pas la majorité conservatrice au Parlement de Westminster si vous ne mettez pas une barrière physique entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. Là, je parle du Brexit. Quand le Brexit a été voté, pour vous dire à quel point c'est un parti quand même très à droite. Bref, les travailleurs cherchent une alternative. Et c'est là où le Socialist Party, donc notre section irlandaise, entre en jeu. En ce moment, on a eu au niveau, en Irlande du Nord, au niveau local, on a eu un camarade, dont je n'ai pas envie de massacrer le nom, mais un dénommé Donald, qui vient d'être élu au niveau local, qui est un militant syndical, comme on dit, un trade unioniste. Et en fait, le Socialist Party est extrêmement actif en matière de lutte contre les politiques d'austérité. Ils se sont coalisés avec plutôt une alliance avec Solidarity, People Before Profits. On est actif dans ces campagnes-là. Bref, le Brexit ranime aussi des tensions. La nouvelle IRA est née. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi. Il y a une jeune journaliste qui a été assassinée par une balle perdue. Et la nouvelle IRA a revendiqué cet acte-là. Ce qui, encore, tantôt, je vous ai parlé des condamnations du terrorisme, parce que le terrorisme a cette fâcheuse tendance, en fait, et là, on ne parle pas nécessairement de bonté de cœur, oh mon Dieu, c'est bien dégueulasse le terrorisme. Non, c'est tout simplement de dire, c'est que les positions qui sont ennemies vont rester campées dans leur camp. Et donc, on ne favorise pas le dialogue, et qui dit aucun dialogue veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'unité de la classe ouvrière. La position des camarades en Irlande, c'est l'indépendance / la réunification avec la République d'Irlande, oui, mais à travers l'unification de la classe ouvrière, à travers un mouvement ouvrier, socialiste, démocratique et révolutionnaire. Bien sûr, ça paraît utopique, mais pas tant que ça, parce que les résultats électoraux, oui, donnent des majorités aux partis traditionnels, mais l'électorat cesse de voter et tente de chercher des alternatives à soit les partis verts ou tout ça, mais encore là, ça reste des partis qui, ça fait quand même longtemps qu'ils sont implantés là et qui prétendent être des alternatives, mais ils sont autant institutionnalisés que les autres partis. Je vais lire la déclaration de principe sur la question nationale des camarades en Irlande. Ils disent « The national problem is untractable and unsolvable on the basis of capitalism. We are for a socialist solution. Working class unity to bring about a socialist Ireland as a free and voluntary part of a socialist federation of Ireland, England, Scotland, Wales, and on a wider scale of a socialist European federation. » Donc, l'indépendance, oui, mais on ne peut pas prendre en compte l'indépendance sans regarder autour de nous qui nous entoure et créer des liens de solidarité, parce qu'il ne faut pas oublier que notre travail en tant que révolutionnaire est internationaliste. Donc, il propose, oui, une république socialiste, mais qui serait, si elle le désire, de façon volontaire, s'allierait au sein d'une fédération qui, dans un premier temps, réunirait ce qu'on appelle aujourd'hui le Royaume-Uni, les nations du Royaume-Uni, mais sur une plus grande échelle, s'étendrait cette fédération-là socialiste, des États indépendants, à l'ensemble de l'Europe.
Bref, ça c'est vraiment une introduction, puis on va avoir une période de questions. J'espère que vous allez pouvoir, non pas pouvoir, mais vous avez beaucoup de questions à nous poser, parce que pour faire un topo là-dessus, ça demande beaucoup de concision, mais là, il y a tellement de détails dont j'aimerais vous parler. Mais je veux faire quand même le lien, avant de terminer, car il nous reste 2 minutes 30, sur la question, ici, la question nationale québécoise. Il y a des réalités qui sont quand même assez similaires, c'est-à-dire que notre position alternative socialiste, c'est l'unité de la classe aussi, sans considération pour la religion, le genre, l'identité sexuelle, les orientations, etc., etc. Dans le but, l'indépendance, c'est pas pour émanciper Pierre Carl Pelado, mais bien pour émanciper, nous, la classe des travailleurs-travailleuses, en tendant la main avec les travailleurs américains et les travailleurs canadiens. C'est dans le but, dans l'esprit de détruire l'État fédéral canadien bourgeois, l'État provincial bourgeois, ainsi que tout ce qui est allié du capital. Et aussi, oui, pour terminer là-dessus, nous préconisons aussi la création d'une fédération nord-américaine d'États socialistes indépendants qui serait évidemment volontaire. Il ne faut pas entendre le mot fédération comme on l'entend ici au Canada, ce qui est tout le contraire, en fait, d'une fédération démocratique. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère quand même que j'ai dressé un beau portrait global de la situation en Irlande du Nord. Et je cède la parole. Merci. Alors, donc, ça se fait sans transition. Donc, merci beaucoup. J'ai déjà été présenté. Je suis Jean-Marc Nola. Je suis étudiant en éducation et puis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi membre de CREMA Africa, qui est un cercle de réflexion sur les études marxistes en Afrique. Je vais commencer par une sagesse populaire en Afrique, au Cameroun en particulier, qui dit qu'au Cameroun, nous n'avons pas un problème de vivre ensemble, mais nous avons un problème du manger ensemble. J'aime comme ça m'inspirer des sagesses populaires parce que nous pensons que c'est le peuple qui pense. C'est au peuple qu'il faut donner vraiment la parole, c'est au peuple de nous dire quelle est la direction à suivre et c'est le peuple qui fait des bons diagnostics. Cela est d'autant plus vrai parce que derrière cette affirmation, on laisse penser que la question nationale au Cameroun fait apparaître 2 éléments. Le premier élément a trait à la conciliation des multiples identités qui existent au Cameroun. On va y revenir tantôt. Mais ce n'est pas ça qui est le fondamental en fait. Le fondamental reste la question de la répartition des biens, la répartition des richesses, qui sont des richesses à la fois naturelles et des richesses produites. Donc, autrement dit, le problème de la question nationale camerounaise se pose en termes de comment on peut promouvoir le vivre ensemble, c'est vrai, mais surtout comment est-ce qu'on peut penser un système économique, politique, qui soit susceptible effectivement de générer une répartition équitable des richesses. Et c'est autour de cette question-là qu'il y a vraiment une forte polarisation. Vous verrez qu'il y a la question anglophone, mais la question anglophone n'est pas la seule question qui se pose au Cameroun. Les gens ont l'habitude d'assimiler ou bien de réduire le problème national camerounais au problème anglophone, mais nous pensons que c'est un problème qui est plus large que cela. Donc, dans mon propos vise à examiner effectivement tous les aspects qui sont liés à cette question nationale dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de voir comment est-ce que les forces progressistes se sont organisées pour y répondre. Comment est-ce que les forces d'aliénation aussi s'organisent pour barrer ou pour stopper effectivement ce processus d'émancipation-là. Et à la fin de mon propos, nous allons essayer de faire comme un état de lieu. Question de voir où est-ce qu'on en est dans cette construction d'un État qui peut nous permettre effectivement d'aboutir à un système qui répartit les ressources de façon équitable. Donc, premier point, la mise en contexte. Rappelons
que le Cameroun est un pays d'Afrique centrale. Le Cameroun est vraiment au cœur de l'Afrique. C'est un pays qui compte 25 millions d'habitants et parmi ces habitants-là, la majorité de ces habitants-là sont constitués des jeunes. Parce que c'est sûr que pour l'instant, nous n'avons pas toujours les bons chiffres, mais de ce qui nous revient, on se dit que 65% de la population camerounaise est une population qui est âgée entre 18 et 35 ans. C'est quand même c'est un portrait qui montre que c'est une population qui est fortement jeune. Le Cameroun a donc une position stratégique en Afrique centrale puisqu'il donne accès au golfe de Guinée. C'est-à-dire, quand vous regardez l'Afrique du point de vue de l'océan Atlantique, le golfe de Guinée, c'est vraiment cette portion maritime qui vous permet d'entrer au cœur de l'Afrique. Et quand on parle du cœur de l'Afrique, tout le monde voit tout de suite les richesses des régions des Grands Lacs, parce que le Cameroun n'est pas très loin de là. Parce que pour avoir accès au Congo, au Rwanda, au Burundi, etc., on peut effectivement passer, on doit d'une certaine manière passer par le Cameroun pour y accéder. Mais intrinsèquement, le Cameroun est un pays extrêmement riche parce que son sous-sol est nanti beaucoup de minéraux. On parle d'or, on parle de pétrole, on parle de diamants. Mais ça, c'est ce qui concerne le sous-sol. Si on regarde maintenant le sol camerounais est très fertile. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du poivre de Penja. J'imagine que mon compatriote qui est juste en face de moi en a déjà entendu parler. Le poivre de Penja, effectivement, est l'un des meilleurs poivres du monde. Pour ne pas dire que c'est le meilleur, en fait, parce que c'est un poivre qui est reconnu internationalement comme étant une valeur sûre. Et puis, je pense que c'est un poivre qui a été primé à plusieurs reprises. Je ne parlerai pas du cacao, je ne parlerai pas de l'ébéa, je ne parlerai pas de toute cette richesse agricole dont regorge le Cameroun. Donc, le Cameroun regorge aussi d'une bonne réserve hydraulique. Le Cameroun est irrigué par plusieurs cours d'eau qui, en principe, ferait du Cameroun un pays autonome sur le plan de la production énergétique. Mais on verra tout à l'heure que cette énergie-là, est-ce qu'on l'exploite, si oui, à quelle fin, etc. On y reviendra tantôt. Donc ça, c'est à ce qui a trait globalement et ainsi ramassé au portrait du Cameroun à ce qui concerne ses ressources, en fait, ressources humaines, ressources naturelles, etc. Le Cameroun a été articulé par plusieurs systèmes politiques. Il y a un Cameroun pré-colonial qui est comme la plupart des États africains, parce que si vous prenez un livre comme le livre de Kwame Nkrumah qui s'intitule Les luttes des classes en Afrique, le Cameroun, comme la plupart des pays africains, avant la colonisation, est surtout caractérisé par un système politique communaliste où il y a comme une collectivisation des moyens de production. Il y a l'idée de la fraternité entre les individus qui vivent dans des villages. Le chef du village, chez moi par exemple, parce que moi je suis originaire du littoral, donc je suis un Bassa. Chez nous par exemple, on dira que les sociétés Bassa sont des sociétés acéphales, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef, mais ça veut dire que si le chef est là, il est là pour nous et on le dégage quand on veut. Donc c'est pour dire que c'est ça en fait l'administration que les colons trouvent. Mais lorsque les colons arrivent, effectivement, l'héritage qu'ils vont nous laisser, effectivement, c'est l'héritage d'un pouvoir central. Ils vont détruire les structures démocratiques du Cameroun. Et après, effectivement, sans oublier que le colon applique davantage une politique d'assimilation, de paternalisme, et il va donc laisser des régimes qui vont continuer dans cette direction-là. Donc, après le départ du colon, donc, on laisse des régimes qui spolient, qui exploitent les communautés, qui privent effectivement ces communautés-là de leur richesse. Mais au-delà du fait qu'il y a cette spoliation, cette destruction, cette exploitation des communautés, il y a qu'au Cameroun, le Cameroun compte plusieurs entités ethniques.
Parce que lorsqu'on dénombre, par exemple, les ethnies au Cameroun, on parle de 265 ethnies au Cameroun. Mais à côté de ces ethnies-là, il y a les minorités. Des minorités qui sont par exemple les Pygmées et les Kirdis. Les Pygmées qui sont au centre et au sud, qui sont là avant les autres ethnies. C'est ce qu'on appelle ici au Canada les Premières Nations, en quelque sorte. Là. Les Kirdis aussi sont comme ces Premières Nations-là. Donc il y a ces minorités. À côté de ces minorités-là, il y a les 265 ethnies dont je vous parle. Et puis il y a des grandes délimitations aussi, c'est-à-dire il y a les anglophones d'une part et les francophones d'une part. Donc la question nationale au Cameroun est une question complexe parce qu'elle consiste à penser le vivre ensemble. En termes de comment est-ce qu'on protège les minorités par rapport aux majorités. 2, comment est-ce qu'on instaure une logique ou une dynamique du vivre ensemble entre les 265 ethnies qui existent. Et puis ultimement, comment est-ce qu'on intègre la minorité anglophone dans cette majorité de francophones. Donc, comprenez que si on aborde la question d'un point de vue identitaire, c'est plusieurs paliers là. Bon. Donc, mais au fond, la vraie question qui se pose au Cameroun, là, c'est la question de la répartition des richesses, parce que la logique, effectivement, de l'État colonial a été, effectivement, de déposséder ces peuples locaux, là, c'est-à-dire les minorités Kirdi et Pygmées, les micronationalités, les 265 ethnies, et globalement les francophones et les anglophones de ce qu'ils ont de plus cher, à savoir leurs ressources naturelles. Donc, ce qui se passe ultimement en termes de tension sur le plan ethnique ou identitaire, en temps normal, nous analysons ça comme étant des stratégies effectivement qui sont utilisées, et ça nous ramène à la citation que j'ai utilisée au départ, à savoir que les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble, mais ils ont un problème du manger ensemble, parce qu'effectivement, avant l'arrivée des colons, les recherches prouvent que ces communautés-là vivaient effectivement dans une ambiance bon enfant. Alors, comment est-ce que les populations sont organisées effectivement pour essayer d'apporter une certaine cohésion? Comment est-ce que les forces progressistes sont organisées dans le temps? Eh bien, il y a d'abord eu les luttes d'indépendance avant les années 60, parce que le Cameroun a été indépendant en 1960, qui ont été initiées par l'Union des populations du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun est un mouvement communiste et socialiste qui émerge effectivement des écoles, c'est-à-dire quand on regarde les origines des Oumniobé, des Wangé, etc., c'est des intellectuels, c'est des gens de la classe moyenne qui sont en contact avec le Parti communiste français, qui sont donc initiés dans les mouvements syndicaux, etc. C'est eux qui vont être porteurs, effectivement, des forces de progrès. Mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que, on en a parlé tantôt, ce que le régime colonial va opposer, effectivement, à cette aspiration à l'autonomie, à cette aspiration au fait de régler la question nationale camerounaise, ça sera la violence, ça sera la brutalité. Il y a un livre qui porte sur la guerre du Cameroun, je vous donnerai les références tantôt. C'est un livre qui montre qu'il y a eu un génocide au Cameroun. Mais bien évidemment, on n'en parle pas. Le génocide s'est effectué beaucoup plus à l'ouest du Cameroun, mais aussi au littoral, notamment chez les Bassards. Pourquoi? Parce que l'armée française utilisait effectivement des armes biologiques pour neutraliser effectivement ces populations-là. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé avant les indépendances. Donc, après les indépendances, vers les années 92, il y a eu, avec ce qui s'est passé dans le monde, il y a eu les forces de changement qui se sont alliées derrière le leader anglophone John Fundi, à travers effectivement un certain nombre de choses qui ont amené effectivement les Camerounais à revendiquer le hold-up électoral. Parce qu'en 1992, il y a eu la première élection multipartiste au Cameroun. Là. Cette élection s'est soldée dans les faits par la victoire du leader de l'opposition, mais sa victoire a été volée. Et le vol, effectivement, de cette victoire a conduit, effectivement, les forces progressistes dans la rue, lesquelles forces progressistes ont engagé un certain nombre de mouvements tels que les villes mortes, etc. Bien évidemment, ce que le gouvernement a fait,
pour y répondre, ça a été effectivement la violence, la brutalité. Et tout récemment, il y a eu des émeutes de la faim en 2004 et en 2016, effectivement, il y a eu la crise anglophone. On parle de crise anglophone, là, ça n'a pas commencé par le fait que les anglophones ont commencé à dire « nous voulons être anglophones, nous voulons… » Non, ça a commencé par des revendications corporatistes. Ça a été des enseignants d'abord, là, qui étaient en route. Ça a été des avocats, là, qui défendaient des droits élémentaires, en fait. Et ça a été les étudiants. Alors, quand des gens comme ça s'en vont en route pour revendiquer ce qui leur revient de droit, et qu'en face, ce qu'ils ont comme réponse, c'est la condescendance, c'est le mépris, c'est la force, parce que ce qui s'est passé effectivement avec le régime, c'est quoi? C'est qu'on a arrêté les leaders de ces mouvements-là, ils ont été bastonnés, les étudiants ont été séquestrés, et on allait fusiller les villages, etc. C'est tout cela qui a exacerbé les tensions. Très rapidement comme ça, si vous lisez par exemple ce que Human Crisis Group International dit, la crise anglophone s'est enlisée. On parle des millions de déplacés, on parle des milliers de déplacés, des milliers de morts, les écoles sont fermées, mais nous avons espoir. Pourquoi? Parce que la diaspora se mobilise. La diaspora se mobilise. Les forces endogènes, par exemple les forces séparatistes, qui ne sont pas forcément toutes, hein, des forces qui veulent le progrès, parce que derrière ces forces-là, il y a des infiltrations, des bandits, etc. Il faut le reconnaître là. Ces forces-là tiennent bon, mais il y a surtout un paramètre important, c'est la francophonisation, effectivement, du processus d'émancipation des anglophones. Comme pour dire que les francophones se sentent plus ou moins solidaires par rapport à ce que les anglophones revendiquent, pas dans le sens où les francophones veulent que les anglophones se séparent d'eux, mais c'est parce que les francophones ressentent fondamentalement que ce ne sont pas les questions identitaires qui sont au fond, ce n'est pas la question du vivre ensemble qui fait problème, mais c'est la question du manger ensemble, parce que nous avons en face un État voyou, un État, je dirais au passage qu'on a un président qui est là depuis que moi je suis né, ce n'est que lui que je connais, donc le type a 83 ans, il est indéboulonnable, bref, c'est parce que la plupart des Camerounais, qu'ils soient francophones ou parce que il y a des Camerounais qui parlent d'autres langues en fait. Le problème de fond en fait, c'est le problème de la répartition des richesses, le problème de l'instauration d'une politique qui peut permettre aux minorités de s'exprimer. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser la possibilité d'alimenter le sujet dans le cadre des échanges. Merci. Merci. Le dos, tiens. Ben, merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Charles aussi. Je vais faire du surf sur ce que vous avez dit sur le fait que justement le capitalisme mondial est en crise en ce moment. Puis ça précipite une crise aussi des identités nationales, des États fédéraux nationaux. C'est pas pour rien qu'il y a une guerre civile au Cameroun en ce moment. C'est pas pour rien que la question du Nord, de l'Irlande du Nord, refait surface en ce moment. C'est pas pour rien qu'il y a eu un référendum en Écosse en 2014, qu'il y a le Brexit, ou qu'il y a eu un référendum pour l'indépendance aussi en Nouvelle-Calédonie l'année passée. La crise du nationalisme, ça accompagne la crise du capitalisme. Il se passe exactement la même chose en Catalogne depuis les 10 dernières années, avec la dernière crise capitaliste 2007-2008. Tout ça s'est enchaîné. Puis avec les mouvements de masse en Catalogne les dernières années, on a assisté à des mouvements de masse pour revendiquer des droits démocratiques nationaux, revendiquer une république indépendante, puis une série de droits contre la répression, puis contre les politiques centralistes de l'État fédéral espagnol. C'est pas une situation nouvelle, comme je l'ai dit, quand le capitalisme est en crise, les identités nationales sont en crise. En Catalogne, c'est arrivé en 1909. C'est arrivé durant la guerre civile espagnole en 1931, en 1934 et en 1936. Et c'est arrivé aussi en 1977, c'est-à-dire quand le régime franquiste s'est effondré.
Donc, ces mouvements les mouvements actuels de libération nationale qu'on voit en Catalogne ont émergé directement des luttes contre l'austérité à partir des années 2007. C'est-à-dire que toutes les luttes contre l'austérité, les indignados partout en Espagne, les luttes contre la corruption, il y a eu des contre la corruption, contre le chômage, contre les retraites, contre une série de revendications comme ça a donné un nouvel élan aux luttes de libération nationale en Catalogne. On le voit là, avec les sondages. L'appui à l'indépendance en Catalogne se développe durant les 10 dernières années au même rythme que les luttes contre l'austérité. Donc, c'est vraiment concomitant. Le point clé, c'est le référendum de l'automne 2017, il y a 2 ans, le 1er octobre, qui a été précédé durant le mois de septembre par des manifestations spontanées, par une vague de répression sans précédent. On en a entendu parler jusqu'ici. Durant le référendum en tant que tel, il y a eu plus de 1000 blessés. La garde nationale espagnole était envoyée matraquer les gens, saisir les bulletins de vote, tout faire pour pas que le référendum se passe. Les gens se sont organisés pacifiquement, occupation des bureaux de vote, comités de défense du référendum qui sont mis sur pied, comme des terrains de parents, de gens du quartier pour défendre le droit de voter. Puis ça n'a pas empêché 2,2 millions de Catalanes et de Catalans de s'exprimer à 90% pour le oui, pour une Catalogne indépendante. Évidemment, Madrid a rejeté ça du revers de la main, c'est pas crédible, ça n'a pas rapport, on installe l'état d'urgence. Bref, ce qui suit à ça, ce qui suit comme vague d'indignation, 2 jours plus tard, c'est une grève générale en Catalogne de plusieurs millions de personnes. C'est du jamais vu. Et tout ça se fait à ce moment-là contre le gré des centrales syndicales qui veulent tout, mais pas faire ça. Bref, le régime capitaliste, fédéraliste espagnol montre son vrai visage à travers la répression de l'aspiration à l'indépendance du peuple catalan. Puis ça ouvre une période révolutionnaire, une période pré-révolutionnaire en Catalogne, qui n'est toujours pas refermée, soit dit en passant. Mais à partir de l'automne 2017, les troubles ne font que continuer. Ce qui est intéressant avec la grève générale, c'est que ça permet de lier les demandes nationales pour les droits nationaux élémentaires, pour l'indépendance, pour la reconnaissance des droits linguistiques, etc., aux luttes plus économiques, où là on parle d'empêcher les coupures, d'éviter les évictions de maisons, de lutter contre le sexisme, pour des emplois dignes, meilleurs salaires, services publics, etc. Le seul comparatif de ce qui s'est passé en Catalogne, c'est 1936, où là, tu as la population qui se soulève contre le coup d'État fasciste là-bas, qui réussit à ouvrir une période révolutionnaire socialiste, une Catalogne indépendante à ce moment-là, où il se forment des milices ouvrières, des soviets, du pouvoir ouvrier. Ça a été écrasé dans le sang par les fascistes, mais c'est déjà arrivé. Ce qui a été jusqu'ici la clé du succès du mouvement, c'est les mouvements de masse. Et ça, la droite l'a compris aussi. C'est pour ça que les forces de droite, le Parti populaire, le Rajoy, Ciudadanos aussi, qui est une espèce de parti libéral centriste, la nouvelle extrême droite qui réémerge aussi, ont compris ça. Fait qu'il y a eu des contre-manifestations contre l'indépendance. Il y en a eu plusieurs. D'envergure, de masse, des 400 000 personnes qui sont contre l'indépendance. Souvent, dans ces manifestations-là, il y avait des discours extrêmement hostiles, des discours d'extrême droite, des drapeaux fascistes qui volent au vent. Bref, des manifestations qui puent, mais systématiquement contrebalancées par des mouvements de masse d'appui aux aspirations du peuple catalan. D'autres grèves générales se sont déroulées. Puis habituellement, quand il y a une manifestation de 400 000 personnes pour l'Espagne unie, une contre-manifestation de 4 millions de personnes pour la Catalogne indépendante. Il y a toujours une différence de quantité tout à fait notable. Ça, c'est assez systématique.
Ça, je le répète, ça se mène contre l'opinion majoritaire des centrales syndicales, parce que la plus grosse, CCOO, est affiliée au Parti communiste, qui est contre l'indépendance de la Catalogne, puis l'UGT, qui est l'autre, qui, elle, est associée au PSOE, Parti socialiste ouvrier d'Espagne, qui est aussi contre l'indépendance. Donc, même si les centrales travaillent pour pas que ça se passe, les gens sortent dans la rue tout de même. Comme je l'ai dit, la situation n'est pas réglée. Les différents 8 mars de l'année passée, Journée internationale des femmes, il y a eu une grève générale, des manifestations de 6 millions de personnes contre les violences sexistes. Ça a été suivi par des manifestations étudiantes aussi. Ça a entraîné une situation où les partis et les partis nationalistes pour l'indépendance de la Catalogne et les autres partis sont complètement dépassés par les mouvements de masse. Ils réalisent que si ça continue comme ça, eux vont perdre le contrôle, eux vont perdre pied, seront plus capables d'asseoir leur pouvoir sur un capitalisme un petit peu amoindri, puis OK, on va vous donner quelques réformes par là si vous vous taisez puis vous prenez votre trou. Parce que dans les faits, et les élites catalanes et les élites espagnoles, personne ne veut vraiment de l'indépendance. Parce que c'est tellement allé loin, le peuple est tellement dans la rue, est tellement militant, que l'indépendance de la Catalogne, ça va entraîner la chute du capitalisme, du moins en Catalogne, idéalement dans l'État espagnol. Et ça, les élites catalanes et espagnoles le savent très bien. Donc, tout est fait pour mettre les breaks sur les mouvements de masse. Là, il y a eu, en juin dernier, l'année passée, une motion de censure qui a fait tomber le gouvernement conservateur du Parti populaire. C'est les socialistes du PSOE qui ont fait une espèce de gouvernement de coalition avec les nationalistes basques, catalans. Il y a une autre nationalité qui m'échappe. Mais bon. Hein? En Galicie? Ouais, peut-être. Bref, andalou, peut-être. Bref, le Parti socialiste agit d'une manière complètement opportuniste là-dedans, parce qu'ils sont contre l'indépendance. Mais là, ils n'ont pas le choix pour assurer le gouvernement l'année passée de s'allier avec les nationalistes pour contrer la droite. Fait qu'ils ont fait ça pendant l'été. À ce moment-là, les nationalistes catalans ont mis les breaks sur leur mouvement. On dit « Oh non, là, faites plus de manifestations, faites plus rien. Là. Il y a un dialogue qui va se rétablir avec Madrid. On va arriver à une entente, un fédéralisme renouvelé. On a déjà joué dans ce film-là. » Bref, c'est ça. Le Parti socialiste qui avait condamné le référendum, qui n'a rien à cirer. Bref, durant l'été passé, il y a eu une démobilisation du mouvement, mais ça n'a pas empêché, le 11 septembre, d'avoir une manifestation pour célébrer la Journée nationale catalane, où il y a eu 2 millions de personnes qui ont défilé dans les rues. Et cela, malgré l'opposition de pratiquement tous les partis, dont Podemos et Gauche Unie, qui, eux, étaient contre la participation à cette manifestation-là. Puis c'est, entre autres, ce qui explique leur chute aux dernières élections qui ont eu lieu le mois passé. Il y a eu une contre-journée fédéraliste à cette journée-là, organisée par l'extrême droite, la droite et les libéraux. Il y a eu 100 personnes. Donc, ça donne un peu un aperçu de la différence. Ils se sont cachés derrière le fait que c'était la majorité silencieuse. Il y a eu une autre grève étudiante le 1er octobre pour souligner le 1 an du référendum. 150 000 personnes en grève pour la libération des prisonniers politiques, contre la répression, blocage de routes, blocage de rails. Là, durant l'hiver, en 2019, la situation s'est développée. Il y a eu un blocage à Madrid. On ne parle plus avec les nationalistes catalans. Ça a entraîné des nouvelles manifestations de masse contre les prisonniers politiques catalans. 200 000 personnes dans les rues. Nouvelle grève générale en février, avec 40 000 personnes encore là dans les transports. Mais là, on fait de plus en plus les liens là,
entre les droits et libertés du peuple catalan, puis les salaires décents, les réformes du travail, les retours des lois sociales, puis les luttes contre les violences sexistes. Encore une fois, ce 8 mars, il y a eu une manif dans toute l'Espagne, manif grève générale contre les violences sexistes, 5 millions de personnes dans les rues. 5? Ce qui a été aussi déterminant dernièrement, ce printemps, c'est les élections du 28 avril. Donc là, ce qui s'est passé, il y a eu un recul majeur de la droite. Les conservateurs du PP ont été expulsés. Ça a été leur pire défaite ever. Ils ont perdu la moitié de leurs députés. Et c'est le PSOE, le Parti socialiste ouvrier, qui a pris la relève au gouvernement, majoritaire. Il y a sûrement des coalitions qui vont s'opérer, tout dépendant. Ils ont quand même une majorité, ce qui leur permet de faire un peu les alliances qu'ils veulent. Mais eux vont avoir une forte pression de la base, parce que là, les gens se sont dit, OK, face à l'éventualité d'un gouvernement de droite, d'extrême droite, puis de droite du centre, Ciudadanos, Parti populaire, puis Vox, les gens ont été terrorisés de qu'est-ce que ça allait signifier en tant qu'austérité et en tant qu'attaque contre les droits des gens. Donc, il y a eu comme un swing à gauche pour voter pour le Parti socialiste. Ciudadanos est devenu le troisième parti. Podemos, qui était le troisième parti, est arrivé en quatrième position. Tout le tournant à droite qu'il y a eu dans Podemos, ça a amené plein de gens qui votaient pour Podemos à recommencer à voter pour le Parti socialiste. Tant qu'à voter pour une copie, on va voter pour l'original. Il y a Podemos là, qui a mangé une morflée, qui a perdu la moitié de ses votes qu'elle avait eu en 2015. Et ça, c'est des millions de votes en moins. C'est quand même grave. Puis il y a eu l'entrée de l'extrême droite, Vox, qui est arrivé, cinquième parti. Premier parti ouvertement fasciste au gouvernement espagnol depuis Franco. Donc ça, on a entendu beaucoup parler. Puis, en Catalogne, ce qui s'est passé, c'est l'ERC, c'est-à-dire les nationalistes républicains qui sont arrivés en première position, mais confortablement en première position. Mais ça ne va pas changer le fait qu'on est toujours rien réglé. Il va y avoir une nouvelle ère d'instabilité et de chômage. Les problèmes sociaux ne sont toujours pas réglés. La question nationale catalane, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a été convertie en puissant levier de transformation sociale, et en Catalogne et dans l'État espagnol. Bon, avec les différents mouvements de grève pour les retraites, contre les violences sexuelles, etc. Ça fait peur aux capitalistes catalans et espagnols, sauf qu'on est face à une absence de leadership qui lie à la fois la lutte contre le capitalisme et la lutte pour les droits nationaux. Donc, du côté espagnol, on a le PSOE qui promet quelques réformes, mais qui est plus socialiste depuis longtemps, puis qui est contre l'indépendance. De l'autre côté, en Catalogne, on a l'ERC, CUP et ainsi de suite, qui sont républicains, qui, oui, ont un discours réformiste, mais qui ont appuyé les politiques néolibérales, qui n'ont pas de programme de classe, qui ne défendent pas, qui ne mènent pas une lutte pour les intérêts de la classe. Donc, on a vraiment besoin d'une alternative révolutionnaire à gauche pour combattre la réaction, puis aider justement les masses catalanes à instaurer leur république. D'un point de vue marxiste révolutionnaire, évidemment qu'on est pour le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, incluant le droit à la séparation. D'où notre appui en Catalogne à l'indépendance de la Catalogne. Mais ça, c'est conditionnel au fait qu'on lie cette demande-là à la défense d'un programme de transformation socialiste de la société. On ne fait pas un nouveau pays indépendant pour faire un autre pays capitaliste, puis mettre une nouvelle élite locale au pouvoir. Notre rôle avec nos forces qu'on a en Catalogne, c'est d'armer le mouvement indépendantiste d'un programme socialiste, qui est la seule manière concrète de pouvoir unir la majorité de la classe là-bas, la classe travailleuse catalane, et puis maintenir les mobilisations de masse, surtout les grèves générales, qui sont les seuls moyens éventuels de pouvoir réussir à s'emparer des leviers d'économie, à nationaliser, à s'emparer du pouvoir réellement.
En Espagne, notre rôle est inverse, si vous voulez. C'est essentiel de défendre la nécessité d'un véhicule politique pour organiser les luttes de classe, parce que les promesses vides du Parti socialiste vont rapidement se dévoiler, et de faire le lien aussi avec la nécessité de défendre les droits des nations à disposer d'elles-mêmes, de réaliser que c'est dans l'intérêt de toutes les Espagnols de faire la promotion de cette lutte. La seule manière d'y arriver, c'est d'unir justement les différentes sections de la classe travailleuse sur l'ensemble du territoire espagnol et de maintenir des mobilisations de masse à travers des revendications pour améliorer les conditions de vie, comme moyen justement de prendre le pouvoir, de nationaliser éventuellement des secteurs entiers de l'économie. C'est pas mal fini. Donc, voilà, d'où notre promotion dans l'Espagne et en Catalogne, de la construction d'une république socialiste en Catalogne, éventuellement dans une fédération qui unirait volontairement les peuples et les nations qui composent l'État espagnol dans une lutte contre l'État fédéral capitaliste espagnol. Merci.